Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des éducateurs et éducatrices de l'enfance. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra, c'est au quartier des Charmilles. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles, ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille, et cuit, et quoi, ils nous en racontent, et particulièrement les éducateurs et éducatrices de l'enfance. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'un d'entre eux nous disait sur les qualités nécessaires pour exercer ce travail. Marie Gédevius, éducatrice de l'enfance. Effectivement, pour faire ce métier, aimer les enfants, c'est un premier pas, hein. On va pas se mentir. Si on n'aime pas du tout les enfants, on va forcément pas s'orienter vers ce métier. Mais c'est un métier qui demande des qualités vraiment indispensables. Ça va être la patience en premier lieu, ça va être l'empathie, ça va être l'écoute, parce qu'on écoute l'enfant. On se pose, c'est nécessaire, et l'enfant il a son propre rythme. Nous en tant qu'adultes on a un rythme très différent, donc si on n'a pas cette capacité d'écoute et cette envie de prendre le temps d'écouter l'enfant, on va passer à côté de certaines choses. C'est un métier aussi qui demande un certain sens de l'organisation, parce qu'une journée avec l'enfant, ça peut être vite débordant. Donc il faut aussi pouvoir anticiper les différents temps de la journée. Et puis c'est un métier de travail en réseau, et c'est un métier qui nécessite aussi de vouloir se former tout au long de sa vie pour actualiser ses connaissances. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il est quand même au centre de beaucoup de préoccupations, il intéresse la société, et comprendre l'enfant, c'est comprendre l'humain, et c'est pour ça qu'il faut continuer tout au long de sa vie à s'intéresser à l'humain, à l'enfant, et à actualiser ses connaissances à travers notamment, je pense, aux neurosciences, aux pédagogies actives, Montessori, Loxy, Freinet, pour ne citer que. Dylan Nguyen, étudiant en formation à l'école éducateur de l'enfance. Alors le travail d'observation dans le métier d'éducateur de l'enfance, c'est l'outil principal de ce professionnel. Toute la journée, on est en constante observation, qu'elle soit active ou purement des temps d'observation purs et simples. C'est vraiment la clé, parce que du coup, grâce à cette observation-là, on a une connaissance qui est fine de l'enfant, et on peut ajuster nos activités, on peut ajuster les soins qu'on va prodiguer à cet enfant-là. Typiquement, des enfants qui arriveraient en début d'année avec une marche à 4 pattes, pouvoir se rendre compte qu'en fait, il commence à se redresser sur ses jambes, et du coup, penser le mobilier de la salle pour qu'il puisse avoir cet espace pour pouvoir se redresser sur ses jambes plus facilement. L'observation permet aussi, du coup, dans le sens d'un dépistage précoce. Il va aussi dans ce sens-là, l'observation, et c'est aussi pour ça que cet outil est aussi important, parce que le dépistage précoce va permettre de cibler les enfants qui vont avoir besoin d'accompagnement plus particulier, et donc de pouvoir leur offrir la chance d'avoir une scolarité ou une vie plus facile et plus adaptée à leurs besoins. Il en faut des compétences pour s'adapter à des enfants si différents parfois. Pas facile du tout leur job. Et justement, la semaine passée, l'un d'eux disait que la collaboration en équipe est indispensable pour faire du bon boulot. Le métier d'éducateur est un travail d'équipe, donc il nécessite de pouvoir collaborer avec des collègues. C'est un métier qui, du coup, sur cet aspect-là, n'est pas toujours évident, parce qu'on a tous notre vision de l'éducation, et du coup, il va falloir composer avec ça. Après, c'est aussi une richesse de pouvoir s'appuyer sur la créativité de ses collègues, sur les points forts de ses collègues, de pouvoir avoir un regard croisé sur les enfants, et du coup vraiment ajuster au plus près
de leurs besoins. Sur ce côté-là, oui, il y a le côté collaboration qui rentre en jeu. Et on parle de collègues, mais je pense qu'il est aussi important de noter que la collaboration, elle se fait énormément avec les familles. On a un gros pôle accompagnement à la parentalité dans ce métier qui n'est pas forcément rendu visible parce que quand on pense éducateur en crèche, on pense beaucoup aux enfants. Et en fait, on ne se rend pas compte de tout l'impact qu'on a sur les familles et qu'on peut avoir sur l'accompagnement aux familles. Maurice Perrier, éducateur du jeune enfant. Le projet pédagogique, il n'est pas fermé le projet pédagogique, il est toujours en mouvement. Mais donc notre projet pédagogique est le décloisonnement pour nous et de pouvoir justement se questionner sur ce projet pédagogique. Donc les réunions qu'on peut faire, les colloques qu'on peut faire, c'est ça, c'est de discuter sur le projet pédagogique. On fait aussi des colloques uniquement sur le développement des enfants. On prend tous les enfants qu'on a avec nous, on regarde leur développement, on regarde ce qu'on peut leur apporter. Ça fait partie intégrante du métier d'éducateur et éducatrice. C'est aussi important pour souder une équipe. Si on est focus sur le bien-être de l'enfant, le développement de l'enfant, on arrive toujours à trouver un consensus. Et c'est ça le travail d'équipe, c'est d'être focalisé sur l'enfant, sur son développement, sur son bien-être, sur comment on l'accueille. C'est ça surtout qui est important. Comment on accueille les familles. On accueille aussi des enfants à besoins spécifiques aussi, donc qui ont déjà des fois certains qu'on détecte ici, parce que c'est aussi une mission des crèches, surtout chez les plus jeunes âges, chez les 4 mois à 2 ans, là on peut déceler des choses. Enfin, nous on est des lanceurs d'alerte, comme je dis souvent, et on est là par rapport à nos observations aussi. Et ça, c'est des choses qu'on met en commun quand on se retrouve dans les colloques, uniquement pour parler des enfants. Et après, là-dessus, il y a des projets. Donc, on peut avoir des projets individuels ou des projets d'équipe. Cette année, on a un projet ici dans l'espace 0-2 ans. On a un projet autour de Chris Houghton. C'est un écrivain pour jeunesse, pour enfants. On travaille des activités autour de ça. Et quand on va les visiter, je pourrais vous narrer un peu ce qu'on a fait, comme ça. Parce qu'on a fait des fresques, on a fait d'où les enfants ont participé, on a dessiné, ils ont peint. Donc je trouve que voilà, il y a ce projet d'équipe et après on peut avoir des projets individuels. Ségolène Ducret, éducatrice de l'enfance. Alors le projet pédagogique, c'est une réflexion institutionnelle. Donc on travaille en équipe sur ces valeurs, on va dire ces valeurs institutionnelles et ces lignes qu'on va adopter. Oui, il y a une certaine part de créativité à l'intérieur de ce projet pédagogique, mais il y a quand même des lignes directives qu'on doit adopter. Admettons, je travaille dans une institution où on a une pédagogie dite active, où on va favoriser l'autonomie de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on entend de manière générale dans les institutions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place au quotidien pour favoriser l'autonomie des enfants ? Parfois, on ne se rend pas compte, mais dans certains moments, le mobilier fait qu'on ne favorise pas l'autonomie ou certaines mises en place ne favorisent pas l'autonomie. Et ça, c'est des réflexions à avoir au quotidien. Alors, c'est un métier dans lequel on est en travail réseau. On travaille avec des psychologues, on travaille avec des psychomotriciens. On est là aussi pour déceler les éventuels troubles du comportement ou du développement de l'enfant. C'est pour ça que ça en fait un métier du social et aussi c'est un métier de prévention. Ouf, on a bien compris que le travail en équipe c'est la base. N'empêche, quelle responsabilité ils ont ces éducateurs et éducatrices, particulièrement avec des enfants en besoins spécifiques, comme ils disent. Vous savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'inclusion. Marie aussi nous en parle. L'inclusion des enfants à besoins spécifiques, c'est vraiment un paramètre aujourd'hui qui est très important à prendre en compte. Il y a quelques années, je dirais il y a 10 ans, on pouvait encore se permettre de dire on est éducateur de l'enfance, on accueille des enfants dits lambda, neurotypiques. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, et c'est tant mieux, de passer à côté de cette démarche d'inclusion qui consiste à accueillir des enfants à besoins spécifiques au même titre que des enfants neurotypiques.
Pourquoi ? Parce que en accueillant des enfants à besoins spécifiques, on va venir enrichir le groupe, on va venir enrichir le travail, on va venir enrichir la réflexion du travail d'équipe autour de l'accueil de l'enfant. On va venir adapter des activités, adapter des jeux et tout ça, ça va profiter à l'ensemble du groupe. L'inclusion, c'est accueillir tout type d'enfant, peu importe le besoin, la pathologie, le handicap. Donc aujourd'hui, en institution petite enfance, nous accueillons des enfants à besoins éducatifs particuliers, oui. Après plusieurs années d'expérience et ayant travaillé dans un secteur où on avait comme projet pilote l'inclusion d'enfants à besoins éducatifs particuliers, je pense que en ayant collaboré avec des équipes pluridisciplinaires, donc des psychologues, des thérapeutes, on gagne en expérience et peut-être parfois on peut avoir une manière de faire peut-être plus adaptée. J'ai eu la chance durant mes stages de pouvoir effectuer un stage où on accueillait un enfant avec un trouble autistique et de voir qu'en fait on est armé et on a avec cette formation la possibilité d'offrir à ces enfants-là un cadre dans les situations d'enfants qui auraient des troubles, qui soient légers, qui soient en capacité de vivre en collectivité. J'ai pu mettre en place des activités qui leur ont permis de s'ouvrir au groupe, notamment pour cette petite fille qui était autiste, qui avait du mal à créer du lien avec des enfants. J'ai pu, notamment par le biais de la motricité, qui était quelque chose qu'elle aimait faire, l'aider à créer du lien avec un enfant en particulier qui a fait que cet enfant-là l'a ouvert sur le groupe et puis du coup c'était un geste qui était beau à voir. Je vous le disais, depuis mon nid douillet, en direct sur Radio 28, le podcast du Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social, ces éducateurs et éducatrices de l'enfance, ils en vivent des choses. Au-delà de la complexité de chaque personnalité, ils donnent de l'énergie pour faciliter la vie des enfants. Bon, moi, je pense que ça doit être un métier épanouissant. Et vous, cela vous tenterait ? Moi, je dirais à un jeune, c'est l'épanouissement personnel. Je trouve que ça permet, en tant qu'individu, quand on rentre le soir, on fait juste un petit feedback de ce qu'on a vécu la journée, de ce qu'on a pu apporter, ce qu'on a pu créer, parce qu'il y a aussi tout ce côté création. Et puis, moi, je trouve, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas de programme. Donc, si nous, en tant qu'éduc, on a envie de faire, si on est, je sais pas, on adore la musique, on peut venir avec nos instruments de musique, une guitare, un clavier, ou moi je joue de la flûte par exemple, ou, pourquoi pas, je veux dire, voilà, ça aussi, on peut mettre aussi nos passions en fait, qu'on peut avoir au service de l'enfant. Et ça, je trouve que c'est riche, parce que dans les métiers, dans un métier, enfin je sais pas, je ne vais pas dire de métier, parce que je ne vais pas péjorer quel que soit le métier, mais je veux dire de pouvoir venir avec aussi nos envies et pouvoir transmettre nos envies et nos passions, tout en gardant, comme je disais au début, voilà, le développement de l'enfant et puis pourquoi on fait ça. Ça, c'est le plus important pour moi, c'est pourquoi on fait telle action. Donc ça, je trouve que c'est génial parce que c'est un métier créatif en fait. Ce qui m'a intéressée dans ce métier, c'est justement cette liberté de projet. Contrairement à l'époque à un métier tourné vers l'enseignement qui ne m'aurait pas permis la même liberté. Là, quand je commence l'année avec un groupe d'enfants, que ce soit des bébés ou que ce soit des enfants plus grands, 4-5 ans, je vais baliser l'année avec les collègues en équipe. On va baliser l'année 2 projets autour de choses qui nous paraissent intéressantes pour l'enfant. Encore une fois, pour développer ses capacités de socialisation et d'apprentissage. Et on va, pour ça, se servir d'événements sympas, comme des fêtes ou les saisons, le printemps. On va aller faire des tours au bord du lac. Moi, je suis assez proche de la nature, donc avec les collègues, on aime bien proposer aux enfants d'observer la nature, de la toucher. C'est aussi des enfants très sensoriels. Ils aiment passer par le toucher, la vue, l'ouïe, etc. La nature, c'est vraiment un très bon vecteur pour ça. Et du coup, c'est cette liberté qui est agréable parce qu'on va pouvoir faire des années, des programmes d'années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas.
Et il y a aussi la nécessité de s'adapter aux groupes d'enfants. Il y a des groupes d'enfants qui vont être très curieux, très intéressés par certains types de jeux. Et puis d'autres années, on va avoir des enfants hyper curieux de la nature. Et puis là, on va vivre des aventures ensemble en fait. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore, merci à Marie Gédovius, Maurice Perrier et Ségolène Ducret, éducateurs et éducatrices de l'enfant, et Dylan Nguyen, actuellement en fin de formation, qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouvent l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec un nouvel épisode. À tout bientôt, cui, quoi, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle.